Taneshi tout le monde, Michel Deschinikachon et je suis le métis urbain. Salut tout le monde! En fouillant dans mon arbre généalogique, je vois beaucoup de noms. Puis un des noms que je retiens aujourd'hui, c'est celui de mon ancêtre André Monette, dit de Belle Humeur. En fait, c'est pas juste un nom, c'est en fouillant dans les documents métis de la Gabriel Institute, j'ai découvert un peu son parcours assez extraordinaire qui représente beaucoup l'époque de la traite des fourrures puis des métis. Ouais, je vais que André, ben en fait, c'est un métis, un métif de la Rivière-Rouge. Son père, Michel Monette, dit Belle Humeur. C'est un grand voyageur, j'en ai parlé dans un autre épisode. Et sa mère, Marguerite Marron, c'était une Première Nation, une sauteuse, Anishinaabe. Et donc, André, c'était fou, là. Il représente vraiment l'époque centrale des Métis. Tu sais, lui, selon les documents que j'ai vus, ben André, lui, il faisait pas la traite des fourrures. Lui, il faisait plutôt le commerce du pémican. Le pémican, j'en ai déjà parlé, là, mais c'est l'ancêtre de la barre énergétique qui est constitué en fait de bison, de gras de bison et de petits fruits. Puis il y a une procédure, là, il prenait la viande de bison, il le faisait sécher, il moulait ou il faisait comme de la poudre avec, là. Il mélangeait ça avec le gras puis les petits fruits, puis ça séchait, puis ça se conservait très, très longtemps. Puis c'était, à l'époque, c'était la base. C'était l'élément de survie, si tu veux, si tu voulais devenir un hivernant. Hein? Hivernant, c'est que tu restais dans les plaines durant l'hiver. Là. L'hiver était rough dans l'Ouest canadien. Tu sais. Fait que... Tu sais, des fois, moi, je finis une journée de travail, je suis brûlé, là, tu sais. Lui, il voyageait au gré des saisons. Là. En fait, à l'époque, André, il travaillait pas tout seul. Il y avait sa femme, Marguerite, les deux voyageaient ensemble. À l'époque, tu avais quasiment, ben pas que tu n'avais pas le choix, là, mais c'est comme ça qu'il fonctionnait beaucoup. C'était sûrement pas le seul à fonctionner comme ça. Mais pour te donner une idée, André, ben, il y avait plusieurs métiers. Selon les documents, André, ben, quand il était en canot, c'était un middleman, c'était un homme du centre, là, un homme du milieu. Donc, lui, son rôle, il est au milieu du canot. C'est un interprète aussi. André, c'est un métif. Donc, sa mère est métif. Sa femme, Première Nation. Puis, fait qu'il parlait plusieurs langues. En tout cas, au moins le français, le métif, puis des langues des Premières Nations. Je vais présumer. Là, je parlais sûrement l'Anishinaabe, mais encore là, je suis plus certain. Je m'avancerai pas trop, mais... Fait qu'il était considéré, selon la compagnie de la baie du Thon, comme un interprète, un homme du milieu et chasseur de bisons. Ouais. Chasseur de bisons. Fait que là, si je te mets en contexte, dans les années 1800 quelques, André s'est marié, il avait à peu près 20 ans, avec Marguerite. Puis là, ben, si je te raconte un peu le parcours qu'il faisait à l'époque, ça va te donner une idée. Parce que lui, dans le fond, il
il se promenait en canot puis en charrette de la Rivière-Rouge. Ça, la charrette de la Rivière-Rouge, c'est un mode de transport. Une charrette, là, tout le monde connaît ça. 2 grandes roues là, avec une plateforme, puis ça peut être tiré par un bœuf, par des chevaux. Fait que lui, il travaillait ça. Il travaillait avec ça. Fait que en fait, si André vivait aujourd'hui, peut-être qu'il était un camionneur. T'sais. Ça explique peut-être pourquoi qu'on a autant de camionneurs dans la famille, dont moi, qui l'a été pendant plusieurs années. Alors, puis la charrette, c'est ça, on la tirait avec un bœuf, avec un cheval. Puis il s'en servait aussi comme bateau. C'est-à-dire que si, mettons, il y avait une rivière à traverser, la charrette de la Rivière-Rouge, sa particularité était très, très bruyante. Fait que tu pouvais l'entendre, ça a l'air des kilomètres à la ronde. Là. Et il n'y avait pas de pièces de métal dedans. Fait que les autres, mettons, ils arrivaient sur le bord de la rivière. S'il fallait qu'ils traversent la rivière, ils enlevaient comme des genres de goupilles là, en bois. Ils enlevaient les roues. Puis ils réussissaient à traverser la rivière comme un peu le ferait un genre de radeau, j'imagine plus qu'un bateau, mais bon, quand même. Alors lui, ce qu'il faisait, c'est un gars des plaines, les plaines de l'Ouest canadien, Saskatchewan, il allait jusqu'en Alberta, la Rivière-Rouge. Son territoire, là, c'est la Rivière-Rouge, mettons, sa base, là. La Rivière-Rouge, là, c'est un grand territoire à l'époque, mais te donner une idée, tu sais, André est décédé à Pembina, Dakota du Nord. Okay? Puis le Dakota, à Pembina, dans le fond, t'as la Rivière-Rouge qui passe là. La même Rivière-Rouge qui va jusqu'à Winnipeg. Fait que dans le fond, il pouvait descendre là. C'était un poste de traite à l'époque. Et là, t'as je m'en allais dire une journée dans la vie de André, mais ça serait plus une année entière parce que il allait à la chasse au bison. C'est sûr qu'il faisait partie des brigades de chasse de bison. C'était le moteur de l'économie. Donc, lui, il faisait pas la traite des fourrures, mais la chasse du bison. Pas la même chose. Mais ça contribuait à la traite des fourrures grâce au pimmican qu'il faisait. Donc, lui, il partait, il suivait les troupeaux de bisons. Là, je suis pas sûr à 100%, là, mais c'est à peu près 2 fois par année, je pense, les métis partaient en brigade. Fait que là, il suivait les troupeaux de bisons. Il chassait le bison. Puis une fois qu'il y avait un bison abattu, c'est les femmes qui arrangeaient la bête. Fait que c'est eux autres qui faisaient toute la job, là. La grosse job. Fait que c'est eux autres, dans le fond, qui vidaient l'animal, qui enlevaient la peau, tannaient la peau, arrangeaient toute la viande. Puis après ça, il faisait le pimmican, il faisait la préparation du pimmican. Comme je disais tantôt, là, il faisait sécher la viande, il abroyait, ou les grainait, peu importe comment que. Et on mélangeait ça avec le gras, les petits fruits, on faisait sécher ça. Puis après ça, lui, il fallait qu'il aille porter ça dans les postes de traite. Fait à quoi ça peut ressembler une route? Tu sais, comme ancien camionneur, s'il y a des camionneurs, tu sais, des fois, on peut avoir une route dédiée, là. Donc, tu vas toujours avoir les mêmes clients. À l'époque, peut-être que ça ressemblait à ça. Parce qu'il y avait déjà des postes de traite fixes. Hein, les postes de traite, ça bougeait pas, là. C'était des phares, puis certains, c'était des phares, là, puis des magasins. Puis, fait qu'il pouvait partir, mettons, de Pembina, Dakota du Nord aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas de frontière. Avant qu'ils mettent une frontière, tu sais. Fait que lui, il voyageait beaucoup. Fait que là, il partait de Pembina, mettons, il pouvait monter jusqu'à dans la région de Winnipeg, à Saint-Boniface, donc Rivière-Rouge. Après ça, il se rendait à Keppel, à Saskatchewan. À l'époque, il y avait Fort Keppel. Il y avait un phare, puis il y avait un poste de traite, tout. Il pouvait se rendre après ça jusqu'à Fort Edmonton, en Alberta. Fait qu'il se rendait jusqu'à là-bas. J'ose même pas imaginer. Tu sais, moi, je vais le faire en auto, en camion cet été, là, tu sais. J'ose même pas imaginer combien que ça pouvait prendre de temps
en charrette. T'sais. Ta charrette est tirée par un cheval là, ou deux, là, puis, ou par des bœufs, là, puis toi, tu fais des centaines puis des centaines des centaines, des milliers de kilomètres, là, rendus là, là. Parce que si tu pars de Pembina, tu te rends à Winnipeg, c'est quoi? C'est 150 kilomètres. Après ça, tu traverses le Manitoba. Tu traverses la Saskatchewan. Il se rendait dans le coin, ouais, c'est ça. Fait que Rivière-Rouge, là, quand je dis Rivière-Rouge, c'est ça, là, Saint-Boniface. Il se rendait Saint-François-Xavier. Il y a eu des enfants là-bas, d'ailleurs, à Saint-François-Xavier, Manitoba. Saint-François-Xavier, j'en ai déjà parlé. Autrefois c'était appelé Grand Town. Donc, village ou ville qui a été créé. Ça a été, créé par les Métis. Ben, créé. Donc, ça, je dis là, on va créer. Ça se dit-tu, créer? On est samedi matin. Hein? Pourtant, j'ai pris du café. Là, je suis dans le thé vert. Là. Donc, Saint-François-Xavier. Puis après ça, ben, il était à côté de Sainte-Madeleine. Parce que Sainte-Madeleine, Manitoba, c'était proche. Dans ce coin-là. C'est continuait. Keppel, Saskatchewan, Fort Keppel. J'ai quand même une couple d'ancêtres qui sont nés là. C'était un grand lieu de rassemblement de métis. De méchifs. Ouais, c'est une grosse communauté à l'époque. La communauté, elle existe encore, mais elle est plus dissipée aujourd'hui. Puis, fait que c'est ça. Je pense pas, il s'est pas rendu dans les Rocheuses. J'ai regardé, là, j'ai pas rien trouvé là-dessus. Hein. Probablement que c'était une autre brigade qui se rendait jusqu'aux Rocheuses. Lui, probablement que le plus loin peut-être qu'il aurait été, c'est Fort Edmonton, dans ce coin-là. Il aurait peut-être été à Duck Lake aussi, j'ai vu. Des traces, là, parce qu'il y a eu des enfants. Il y a eu des enfants dans ma lignée, là, tu sais. L'enfant qui fait partie de cette lignée, c'est Josette, pardon. Mais sinon, il y a eu d'autres. Josette, elle est née à Saint-François, mais Saint-François-Xavier, mais il y a eu des enfants aussi plus dans l'Ouest encore. Fait que la vie à l'époque des Métis, c'est ça. Même moi, là, tu sais, j'ai déjà pensé que les Métis, c'était juste la traite des fourrures. Mais lui, dans ce cas-ci, le moteur économique de beaucoup de Métis, c'était le pemmican. Donc, cette barre énergétique-là que les voyageurs, les coureurs des bois, les gens avaient besoin, puis les Premières Nations aussi en avaient besoin pour survivre, là, tu sais. Parce que l'hiver, t'avais pas grand gras, t'avais pas beaucoup de barres énergétiques, t'avais pas d'énergie, t'avais besoin de ça pour survivre. Je rappelle que le pemmican, ça a été inventé à l'époque, si ma mémoire est bonne, par les Premières Nations. Par contre, avec la venue de la traite des fourrures, puis les Métis ont développé une expertise non seulement dans sa fabrication, mais dans le commerce. Puis je rappelle que le commerce du pemmican a été à la base de la révolution, la première révolution qu'il y a eu chez les Métis, je pourrais dire, avec Cuthbert Grant, qui fait partie de la famille de mes ancêtres, en 1816, lors de la bataille de la Grenouillère de Seven Oak, les Sept Chênes. Donc, suite à la proclamation du pemmican que la compagnie de la baie du Son voulait plus que les Métis vendent du pemmican. Fait que mon ancêtre est allé péter la gueule. Ouais. Ouais. André, j'ai retrouvé ça. André, ben, il y a eu des enfants, dont une Marie Monette, dite de belle humeur. J'ai retrouvé son affidavit. Une affidavit, sa demande de script, parce qu'on se rappelle que à l'époque, hein, les Premières Nations dans l'Ouest canadien avaient des traités numérotés, puis les Métis, eux, ben, le gouvernement voulait pas rassembler les Métis. Il voulait pas les voir sur une réserve. J'en parlerai, là, parce qu'il y a des Métis qui ont déjà demandé d'avoir une réserve. Il y a une pétition là-dessus qui a été balayée de la main, puis qui a été une des sources
de la résistance de la Rivière-Rouge. Mais j'en parlerai dans un autre épisode. Mais bref, Marie, la fille d'André, son affidavit, elle, son affidavit, c'était avant je pense que c'était 18. On s'embourbera pas dans les détails des dates, mais c'était autour de 1875 qu'elle avait complété une affidavit pour recevoir son script. Son script qui lui donnait des terres de compensation qui étaient offertes aux métis. J'ai quelques ancêtres qui en ont reçu. Plusieurs métis n'en ont pas eu. Mais ça a pris plus que 10 ans de sa demande. Puis tu sais, les métis, les métifs, tu sais, se sont longtemps battus pour leur reconnaissance, tu sais. Puis même dans ces années-là, pour avoir le droit à ces terres, il y avait un commissaire qui faisait le tour puis qui étudiait les demandes avec la Dominion qui représentait le Canada, je sais pas trop quoi, là. Ben, c'était compliqué. Compliqué. Fait que fallait que tu prouves que t'es métis. Fait que ça, il y avait aucun... C'était facile à prouver dans le temps parce que quand tu appartiens à une communauté métisse historique, tout est documenté, tu sais. Relié à la traite des fourrures, c'est plus facile parce que il y a des gens qui ont fait des ouvrages là-dessus à l'époque, puis qui ont écrit des ouvrages qui servent à ça. Et la compagnie de la Baie du Son à l'époque, quand il y a eu la fusion entre la compagnie de la Baie du Son et la compagnie du Nord-Ouest, ben la compagnie de la Baie du Son, elle notait tout. Donc, c'est facile aujourd'hui pour moi, en tout cas, de retrouver tous mes ancêtres là. Ils faisaient partie des communautés importantes de l'Ouest canadien. Tu sais. Puis c'est ça. Si j'en reviens à Marie, tu sais, à l'époque, quand tu regardes son affidavit, tu sais, c'est bien écrit là que son père est métif, puis sa mère est Première Nation, puis il faut qu'elle signe. Mais elle signe avec un X. Ouais, elle savait pas écrire. Comme plusieurs personnes à l'époque. Ben, en même temps, c'est correct. Je veux dire, aujourd'hui, j'enseigne, puis on dit qu'il y a plusieurs différentes intelligences, tu sais. Peut-être que tu savais pas écrire à l'époque, mais tu étais capable de lire le ciel, de lire les étoiles pour te déplacer, tu étais capable de lire la forêt, tu sais. Pour la médecine, tu sais, ils savaient pas lire ni écrire, mais ils étaient capables d'être dans le bois puis survivre, tu sais, avec les plantes médicinales, ce qu'on appelle la médecine. À l'époque, c'était comme ça, tu sais. Fait que c'était pas un défaut de pas savoir écrire. C'était bien correct. Mm. Des fois, je me demandais encore, tu sais, aujourd'hui, en 2026, c'est quoi être un métif? C'est quoi être métis? Tu sais, moi, les ancêtres, ils faisaient des journées entières et entières à voyager, à courir après le bison, puis après leur nourriture, puis à tout travailler fort pour avoir de quoi manger, puis de quoi vivre. Puis c'est leur mode de vie. Puis moi, je capote quand j'ai pas de réseau cellulaire. Ouais. Alors qu'eux autres étaient perdus, ben pas perdus là, dans le sens au premier degré perdu, là, mais ils étaient dans le fin fond du bois ou des plaines de la Saskatchewan, puis il allait aussi dans les plaines des États-Unis. Là. Ouais. C'est quoi être métis aujourd'hui? Pour moi, tu sais, c'est tout le temps compliqué. Tu sais, c'est-tu comme ancien camionneur, là, être métif?
Si je regarde mes ancêtres, c'est des grands voyageurs, tu sais. Pour moi, être Mitchif, c'est quoi aujourd'hui? C'est-tu être capable de rouler pendant des heures et des heures, puis tu sais, des journées entières, des semaines entières, tout seul dans mon truck? C'est ça, être Mitchif? Puis en même temps, donne-moi un micro avec 300 personnes, parce que oui, j'ai un côté artistique, là, tu sais. Donne-moi un micro avec 300 personnes, puis je trippe aussi, là. C'est quoi être Mitchif aujourd'hui? C'est quoi être Mitchif? C'est-tu, c'est autant être avec plein de monde, puis être seul en forêt en train de cueillir mon thé du Labrador, tu sais. C'est ça, être Mitchif. C'est-tu transmettre l'information comme faisaient nos ancêtres, à l'oral? Les ancêtres ne savaient pas écrire. C'est peut-être ça. C'est nos ancêtres qui transmettaient d'une génération à génération les modes de survie, tu sais, mais il n'y avait rien d'écrit, là. Ma mère, ma mère, quand elle est née, de ma grand-mère, bien entendu, ben, elle était pas à l'hôpital, là, tu sais. C'est l'arrière-grand-mère à ma mère, c'est une Mitchif, une Cree half-breed. C'était elle qui l'a accouché, tu sais. Mais elle avait pas appris ça dans un livre, là. Hein? Elle n'a pas appris à devenir une sage-femme. Je sais pas si on appelait ça de même dans le temps, une sage-femme. Ben, c'est elle qui a accouché ma mère, tu sais. Pas de médecin. Non. Les femmes métisses étaient capables de faire ça. Ma mère n'est pas née à l'hôpital. Elle est née d'une maison. Avec l'aide de son arrière-grand-mère. Une Mitchif. C'est quoi être Mitchif aujourd'hui? Hmm. Bon. Je sais pas si vous entendez, mais mon chien ronfle. Hein, mon beau pitou? Ah ouais, il est fatigué. Il aime ça dormir dans ma vanne. Ouais, parce que là, j'enregistre dans ma vanne encore. J'enregistre. J'aime ça ici. C'est calme. Ma vanne est isolée. Le son est quand même pas pire. Mon chien, un épagnol Springler anglais, adore ça. Ouais. Fait que là, ma vanne est presque prête. Mais en fait, elle est prête. J'ai tout fini j'ai même été la faire peser parce que je vais traverser l'Ouest canadien cet été. Je vais me rendre jusqu'à là-bas. Je vais revenir sur la route de mes ancêtres. Ouais. Bon. Si jamais tu connais des gens qui sont intéressés par l'histoire des Mitchifs, des voyageurs, la création du Manitoba, ben, n'hésite pas à partager. Hein? N'hésite pas à liker. Puis, on se revoit dans un autre épisode.